Fragment reçoit maître Alexandre Boutier, grand avocat pénaliste. Il nous raconte son métier et ses coulisses, notamment les dossiers compliqués et très médiatiques, mais aborde aussi la question financière ou comment il prépare ses plaidoiries. Il évoque sans détour la violence de certains procès qu'il peut dissiper grâce à sa passion étonnante pour la magie. Belle écoute! Avant le début de l'épisode, je dois vous avertir qu'il y a eu pendant l'enregistrement un souci d'interférence. À plusieurs reprises et pendant quelques secondes, le son se brouille malgré le traitement que j'ai pu administrer. Même si les propos sont tout à fait audibles, je tenais à m'en excuser. Bonjour maître Alexandre Boutier, vous avez 52 ans, vous êtes né à Nancy, y avez fait vos études et y avez fondé votre cabinet. Ce dernier est spécialisé en droit routier, en défense des victimes et vous êtes surtout célèbre en tant qu'expert en droit pénal. Pourriez-vous définir en quelques mots ce qu'est un avocat pénaliste ? Alors bonjour Fabien, alors un avocat pénaliste, c'est un avocat qui a la spécialité en droit pénal. Et le droit pénal effectivement est assez large, il recoupe comme vous l'avez dit le droit routier et bien évidemment le droit des victimes, puisqu'on peut défendre à la fois des accusés, des prévenus si on est devant le tribunal correctionnel et des victimes, que ce soit devant le tribunal de police, tribunal correctionnel ou les cours d'assises. Voilà, et on peut aussi accompagner les clients au cours de procédures d'instruction, qu'elles soient devant la GIRS, c'est une juridiction interrégionale spécialisée. Nancy en a une, donc ça permet de connaître de gros dossiers. Alors bon, c'est pas la GIRS la plus importante de France, mais on a des gros dossiers qui sont qualifiés par exemple de narcotrafiquants par exemple. D'accord. Voilà. Donc le parcours est assez simple, hein, c'est une fac de droit, une spécialisation qui était au départ dans le droit des affaires et la fiscalité. Et puis les chemins de hasard font que c'est plutôt la clientèle qui fait la spécialité. Et donc j'ai eu la chance. Vous avez découvert un mentor, je crois, en plus. Exactement. J'ai eu la chance d'être le collaborateur de Joël Lagrange, qui est décédé malheureusement très jeune, un peu plus jeune que mon âge d'ailleurs. Il avait 51 ans et qui était le gros pénaliste du quart nord-est et qui avait donc toutes les affaires un petit peu célèbres, et ça m'a mis effectivement le pied à l'étrier. D'accord. Donc c'est pour vous y êtes arrivé par vocation. Vous avez découvert que c'était ce qui vous plaisait, non ? Pas du tout. C'est par amour. C'est-à-dire que oui, tout à fait. En fait, j'avais fait un bac C. Alors à l'époque, c'était bac scientifique. Et une chose était certaine, je ne voulais pas faire les prépas. Voilà, les mathématiques je n'accrochais plus avec. Ça demandait sûrement beaucoup de temps, et c'est vrai que j'avais été un peu dilettante en terminale. Pour autant, j'ai eu mon bac pas loin d'une mention à l'époque. Voilà, ma maman m'a toujours reproché puisque je ne suis pas allé aux épreuves d'anglais et de latin alors qu'elle était prof de latin, et j'ai raté très très peu cette mention. Alors c'était mention, attention, c'était la mention assez bien. Et donc il a fallu choisir la suite, et c'est vrai que j'avais pris l'inscription, on pouvait prendre les inscriptions, il n'y avait pas ce système complètement délirant d'aujourd'hui qui est, c'est quoi, c'est passe machin, enfin je sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, voilà, post-bac où faut... qui terrorise les enfants et surtout les parents, puisque dès la première, vous devez savoir ce que vous allez faire dans votre vie. Donc à l'époque, on pouvait s'inscrire un peu n'importe où quand on avait le bac, et donc j'avais pris l'inscription du côté scientifique qui était là, en pharma. Et j'avais aussi pris une inscription en fac de droit, puisque j'avais rencontré une jeune fille avec qui j'étais sorti pendant les révisions du bac. D'accord. Et qui était en première année de la fac de droit. Qui a donc influencé votre Voilà, donc elle a influencé. Et puis finalement, parce qu'on ne faisait pas de droit, c'est vrai que c'est une matière, alors maintenant c'est un petit peu enseigné, mais à l'époque c'était pas du tout enseigné au lycée. Oui. Et bon, j'avais personne dans la famille, j'ai personne qui était avocat ou qui aurait été juge ou autre. Donc c'est vrai que je voyais pas trop, enfin, je voyais à quoi ça correspondait, mais donc j'y suis allé. Et puis c'est vrai que avec cette formation initiale, on va dire, de scientifique, en tout cas de rigueur dans le raisonnement, parce que c'est un petit peu ça qu'on apprend finalement au lycée, avec les matières telles que la chimie, mais même le latin d'ailleurs, hein, c'est un petit peu aussi. Puis il y avait l'allemand, puisque dans la région on faisait allemand première langue. Tout ça, ça structure quand même à une rigueur de raisonnement, et c'est ce que veulent, en tout cas, c'est la faculté de droit, exige ça quelque part, comme la fac de médecine. Mais bon, voilà, c'est moins évident dans l'approche, mais c'est à mon sens la rigueur. Et puis après, il y a le côté synthétique, puisque ça fera partie des épreuves aussi pour entrer au barreau. Ok, très bien. Alors, vous avez la franchise et l'honnêteté de reconnaître que c'est difficile de défendre, alors là je vous cite, pour la plupart de vos clients, des salauds.
Alors, pourquoi faire ce choix, si c'en est un d'ailleurs, alors que c'est très impopulaire et moins rémunérateur que les dossiers de partie civile? Alors quand je dis ça, les salauds, c'est pas dire qu'ils le sont, c'est-à-dire que c'est souvent la perception des citoyens, puisque, bien évidemment, on leur reproche des infractions, et bon, ça peut être, quand c'est médiatique, généralement, c'est que ça heurte quand même la morale ou l'éthique, et donc, voilà, ça en appelle à un sentiment de justice et parfois même de vengeance. Oui. Donc, c'est vrai que tout ce qui va toucher les affaires de mœurs, ça touche bien évidemment à l'intime et au sacré quelque part. Dès qu'il y a aussi des atteintes à la vie, là aussi c'est quand même la chose la plus sacrée, c'est-à-dire la vie. On parle moins, c'est-à-dire qu'il y a une petite distance avec tout ce qui est trafiquant de stupes. C'est vrai que le citoyen lambda va pas s'identifier. Oui, c'est vrai. Donc quand on a une criminalité organisée, vous trouverez que finalement il y a moins d'empressement judiciaire et de suivi dans les affaires, puisque finalement ça nous parle pas. Et Ok. le fait divers, le vrai fait divers finalement, c'est ce qui peut arriver, c'est-à-dire le point de bascule. C'était votre voisin dont tout le monde va dire Oui. il me tenait la porte, il me disait Oui. bonjour, et il a basculé, il a fait quelque chose qui va être qualifié d'horrible. Alors oui, il va peut-être apparaître pour un salaud, mais il a le droit d'être défendu, et puis la justice dira une vérité, la vérité judiciaire, qui n'est pas nécessairement la vérité, mais qui est une des vérités, et pour laquelle la justice aura tranché. Oui. Alors, je parle un peu d'argent, pas vraiment, mais c'est vrai qu'on imagine quand on est partie civile, c'est-à-dire qu'on peut être payé sur ce que les victimes, je parle en tant qu'avocat, vont récupérer de leur jugement. Or, quand vous défendez parfois un accusé pour des questions de mœurs, c'est pas des gens fortunés et il n'y a rien à gagner entre guillemets. D'ailleurs, vous avez aussi dit dans un interview, c'était intéressant, vous disiez, ce qui m'intéresse presque maintenant, quand je défends ce genre de personnes qui sont condamnées par la société presque avant le procès, c'est d'avoir la meilleure peine possible. Donc là, il n'y a même plus de question d'argent, mais c'est juste une question... Oui, alors bien évidemment, il faut quand même gagner sa vie par son travail, et c'est vrai que les gens ont un réflexe avec le rapport qu'ils ont avec leur médecin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accès aux soins est gratuit. Bon, pour autant, on le paye d'une certaine manière, puis il y a des cotisations, etc. Mais en tout cas, le médecin, qui est finalement une profession libérale assez particulière, puisque quelque part, il est sûr d'être payé, et il est payé par la sécurité sociale, les mutuelles, etc. Bon, pour l'avocat, c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'il y a bien évidemment des affaires payées directement par le client. Aussi, ça peut être pris en charge par des assurances qui en appellent défense recours, mais qui sont dans des barèmes, et qui sont des barèmes, on va pas se mentir, relativement bas. Et puis, lorsque les citoyens, les justiciables y ont droit, il y a l'accès au droit par l'aide juridictionnelle. Donc on doit remplir des critères qui sont quand même des seuils de rémunération qui sont là aussi assez bas, et l'avocat a le choix d'accepter ou non de travailler à l'aide juridictionnelle. Alors, il est évident que c'est pas tous les jours qu'un pharmacien tue sa femme, et c'est vrai que, on va dire, d'un point de vue CSP, c'est plutôt dans les milieux faibles, ou en tout cas avec niveau matériel plutôt bas. Donc ça, c'est une réalité, et c'est vrai que la plupart de la défense pénale se fait à l'aide juridictionnelle. Donc après, à tout à chacun, et bien évidemment, quand j'étais jeune avocat, je faisais les permanences, j'étais payé quelque part par l'État pour l'intervention, et puis ça crée sa clientèle, et après, effectivement, en avançant avec l'expérience, on a, j'allais dire, la possibilité de refuser des dossiers, de refuser de travailler à l'aide juridictionnelle. Donc il est clair qu'aujourd'hui, je travaille plutôt avec des honoraires, donc des conventions d'honoraires qui sont faites. Pour les victimes, bien évidemment, ça peut être très bas en termes de ce qu'on appelle l'honoraire de diligence, c'est-à-dire c'est une somme qui est obligatoire dans la convention pour ne pas être justement payé qu'au résultat, puisque incidemment ça pourrait apporter justement peut-être des comportements déviants pour être sûr de gagner. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, d'ailleurs c'est limité aussi dans le pourcentage, on ne peut pas faire comme aux États-Unis où on fait 50-50. C'est interdit, on n'a pas le droit de le faire, donc en fait ce sont les pourcentages qui peuvent aller entre 10, ça peut même descendre à 8, ça peut monter à 15, et on va dire que le maximum c'est généralement 20%. Voilà. Donc ça c'est toujours envisageable, et puis après il y a aussi, on va pas se mentir, des affaires qu'on prend à l'aide juridictionnelle, et où on en est pour notre poche, puisque l'aide juridictionnelle, sur des grosses affaires qui vont durer des années, par exemple l'instruction, honnêtement, c'est une indemnisation et c'est pas du tout à la hauteur du travail engagé. Alors pour autant, après, il y a des affaires effectivement très médiatiques, et puis là, on va dire qu'il y a,
on s'y retrouve, il y a Voilà. une couverture, on va dire médiatique, une notoriété, et puis surtout un intérêt, parce qu'on est là quand même pour ça, c'est-à-dire que on aime défendre là aussi où il y a une tension un petit peu dramatique, et bien évidemment, ça joue un rôle, et maintenant voilà, j'ai la chance, ou en tout cas l'expérience, eh bien, d'accéder à ce type de dossier. Oui, on y reviendra après sur le côté tendu, mais c'est vrai qu'effectivement, donc, vous êtes dans une sorte d'aide où vous pouvez presque défendre quelqu'un pas par conviction, mais oui, alors après, c'est-à-dire, ça s'appelle pro bono, on va dire, c'est-à-dire qu'on a le droit d'accepter de défendre, même pour rien. Okay, et puis, voilà, de faire porter, eh bien, sa voix et d'essayer de le faire de la meilleure des façons et de défendre. Alors, bien évidemment, vous avez posé le problème, je crois, de la culpabilité ou de la peine. Eh bien, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire que lorsque la personne nie toute culpabilité, bien évidemment, on va nous ramener à plaider la relaxe ou l'acquittement lorsqu'on est en cour d'assises. Et lorsqu'une personne a reconnu les faits, la défense est un petit peu différente, puisque il va falloir axer sur la deuxième partie, c'est-à-dire il y a la culpabilité, puis après il y a le prononcé de la peine. Et donc là, c'est plaider sur la peine, donc on arrive sur des choses qui sont quand même un peu plus subjectives. Autant la culpabilité, ça va être un raisonnement un peu rationnel, puisqu'il y a des preuves, il y a des éléments qui sont apportés à charge par l'accusation, et on doit les combattre. Voilà, donc sur la peine, en revanche, il va falloir expliquer pourquoi on n'a pas intérêt à aller jusqu'aux réquisitions du procureur qui sont généralement hautes, étant précisé que le tribunal peut toujours les dépasser, aller au-dessus, et donc de dire que quelque part l'intérêt de la société, c'est d'arriver à quelque chose qui est dans ça, de faire, moi en tout cas, j'essaie de le faire une proposition de peine, et puis de faire ressortir. Alors c'est toujours un petit peu le poncif, on dit oui, mais enfin vous plaidez la veuve à l'orphelin, vous plaidez l'enfance malheureuse, etc. Mais c'est une réalité. oui. C'est-à-dire c'est une réalité. Il faut savoir que lorsque vous avez des enfants, et particulièrement peut-être des garçons qui sont victimes d'abus sexuels, par exemple, dans une cour d'assises, vous pouvez les défendre en tant que victime. Vous savez qu'il y en a 1 sur 3 qui deviendra, qui a un risque qui passe de l'autre côté. Donc voilà, Oui, c'est une réalité, oui. c'est la réalité objective, et c'est vrai qu'il y a toute une réflexion sur la prise en charge des victimes, qui existe, qui est peut-être pas au meilleur, il faut bien dire les choses, et c'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Il y a des pays comme le Canada qui sont vraiment en avance sur cette prise en charge, et également aujourd'hui, alors il y a une petite réflexion quand même, mais pas suffisante, sur la prise en charge aussi de tout ce qui est auteur finalement, puisque l'intérêt du droit pénal français, c'est qu'il y a une vocation, c'est-à-dire qu'il y a bien sûr la sanction, la contrition, mais il y a aussi le retour à la vie sociale, c'est-à-dire qu'il va falloir en sortir, et en principe la prison doit améliorer l'humain, parce que on retourne dans le contrat social. Et voilà, donc c'est pas là non plus tous les moyens. Alors on ouvre, on crée plus de lits, j'ai envie de dire, c'est plus de cellules, mais il n'y a pas forcément un suivi derrière. Donc si on prenait, c'est dans un film américain, alors c'est un film américain, mais c'était Johnny Depp qui disait dans Bloodwood, je suis rentré avec une licence en cannabis, je suis ressorti avec une maîtrise en cocaïne. Ouais. Voilà, si vous y faites, et vous faites les rencontres que vous souhaitez faire aussi en détention. Voilà. Alors, vous avez évoqué le côté à la fois culpabilité et la peine, mais il y a aussi un autre cas, si je peux me permettre, c'est la personne que tout accuse. On a vu des affaires récentes, Jubilard ou Péchier, et là, les avocats doivent plaider l'innocence d'un prévenu ou d'un client que tout accuse. Alors là, c'est encore un autre dilemme, parce que là, vous n'avez pas à négocier une peine. Je crois que les avocats plaident systématiquement l'acquittement, alors que... Alors, en principe, c'est-à-dire qu'il faut pas se tromper, c'est-à-dire que on a un mandat, c'est-à-dire que c'est avant tout le client qui nous désigne et qui nous charge de porter sa voix. Nous avons bien évidemment une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'on n'a pas une obligation de résultat. On y met les éléments qu'on souhaite, c'est-à-dire la stratégie, il faut en discuter avec son client. Est-ce qu'on peut aller au-delà de ce qu'il nous dit, c'est-à-dire de dire je suis innocent, je nie ma culpabilité, et est-ce que l'avocat a le droit, finalement, d'aller au-delà et de dire s'il a quand même fait. Bon. Ah oui, c'est ça. En principe, c'est interdit, complètement. D'accord. Maintenant, on peut aussi sentir, et en avoir parlé bien évidemment avec le client, s'il ne répond pas, c'est qu'il y consent quand même un petit peu, c'est-à-dire qu'il peut être dans une posture, il peut être, non pas dans un déni, mais il peut être dans une forme de sarcophage du mensonge, parce que c'est trop dur psychologiquement pour lui d'avouer, alors que tout est là, et tout est écrit. Voilà, donc il peut y avoir ce pas un petit peu au-delà qui peut s'effectuer dans le cadre d'une défense.
c'est quand même, on est sur le fil, il faut bien se le dire. L'autre point, beaucoup de personnes me posent bien évidemment la question, est-ce que vous défendriez quelqu'un qui dit que voilà, il n'a rien fait et qui vous dit, et vous êtes convaincu que c'est lui? Bon. Déjà, première chose, je n'ai jamais eu aucun client qui m'a dit je suis coupable, mais on va plaider le contraire. C'est vrai? C'est très étonnant. C'est très étonnant, mais non, c'est... Je vais vous leur demander, c'était la question que j'allais vous poser après. Je ne demande pas nécessairement. Alors, première entrevue, vous ne demandez pas. Bon, alors après, c'est de savoir leur position par rapport aux faits, bien sûr, mais voilà, après on le lit au travers de la déposition, la première déposition, l'interrogatoire, etc. On sait un petit peu sa position. On laisse quand même un petit peu venir. Si c'est une grosse affaire, parce qu'on sait que ça peut être compliqué pour la personne de parler, donc en fait on n'a pas trop à intervenir sur sa première parole. Mais bien évidemment, la question va venir quand même assez vite. Et voilà, c'est une réflexion tout à fait humaine, c'est de se dire, bah oui, si je lui dis, il va moins bien me défendre. Ah oui, d'accord. Voilà, okay. Ah oui, vous pensez qu'il y a ce calcul-là peut-être chez certains ? Je pense. En tout cas, je n'ai jamais eu personne qui m'a dit, bah voilà, on plaidera le contraire. Aux États-Unis, la déontologie américaine interdit à l'avocat de plaider le contraire. C'est-à-dire que si le client lui a dit qu'il était coupable, l'avocat commettrait une faute professionnelle en plaidant l'inverse. De même que s'il y avait un élément dont il a connaissance et qu'il ne porte pas dans le cadre de l'accusation, là aussi il est poursuivi. En France, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que l'avocat ne peut pas être sanctionné. On est couvert par le secret, un secret professionnel qui est très fort, qui interdit les écoutes, qui interdit la captation d'échanges, mails, etc. C'est le secret professionnel. Et ça, c'est quelque part, c'est même un petit peu comme un secret de confesse, on va dire. Voilà, c'est un petit peu d'ailleurs la même origine. Mais voilà, encore une fois, le client essaye quand même avant tout de présenter même à son avocat une histoire qui va tenir la route. Ah, je pensais que dans l'intimité de vos échanges, et puis même, il y a des affaires qui durent parfois des mois, voire des années, donc il y a presque une proximité. Il y a une proximité, attention. Puis est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que par exemple, pas vraiment l'inverse, mais est-ce que vous avez découvert la culpabilité d'un client en cours d'affaires alors que vous l'estimiez innocent? Alors, bon, avec le recul maintenant, c'est pas nécessairement une position que je cherche, c'est-à-dire que j'essaie pas de me dire il est coupable ou il est innocent. Je dis on verra bien au fur et à mesure du dossier, et puis on espère toujours, même si le dossier est très mauvais au départ, on se dit on a peut-être finalement la perle rare où la vérité va finir par surgir, et après avoir été accusé par de lourdes charges, la vérité va sortir et démontrer l'innocence de celui-ci. Donc il y a aussi cet espoir dans le cadre de l'instruction, et puis c'est rigolo ça. Il y a pas un côté enfantin chez vous, quoi. On y croit encore, on essaie d'avoir cette belle affaire qui un jour peut-être... quelque part, alors c'est pas forcément d'avoir la belle affaire, mais c'est aussi quand même notre devoir. On est le dernier rempart. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que si nous ne croyons pas notre client, plus personne ne va le croire. Donc on doit essayer. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus de plaider tout et son contraire, et de, par exemple, soutenir qui fait jour en pleine nuit. C'est aussi, et c'est tout le travail de l'avocat, c'est de mettre les éléments du dossier, parce qu'il faut bien partir du dossier, et bien sous le nez quelque part du client, et de lui dire qu'il y a des éléments et qu'il va falloir combattre ces éléments. C'est ça, c'est de partir du dossier, et qu'est-ce qu'on en fait. Voilà. Et il va y avoir toutes les questions. Alors après, on rentre dans des subtilités ou des stratégies, mais c'est vrai qu'il y a toujours un biais, puisque les enquêteurs travaillent. Et généralement, on part du principe qu'ils sont honnêtes intellectuellement, mais ils ne sont pas non plus infaillibles. Donc il peut y avoir des erreurs au départ qu'on ne peut pas rattraper par la suite, puisque il y a une difficulté en droit français, c'est-à-dire que nous ne sommes pas enquêteurs. C'est-à-dire que tout doit passer par le juge d'instruction ou quelque part après par le tribunal, qui peut toujours ordonner des suppléments d'information. Bon, il existe des détectives privés, mais le recours est quand même assez rare. Donc c'est plutôt la justice et la police et la gendarmerie qui font le travail d'enquête. D'accord ? On essaye d'être en intelligence, et puis il peut y avoir des demandes qui sont faites auprès du procureur pour faire avancer le dossier dans le bon sens. On dit que pour la manifestation de la vérité, c'est la formule consacrée, mais nous ne pouvons pas avoir véritablement de recours, en tout cas ça n'existe pas comme tel, comme aux États-Unis, où on voit que la défense... Il n'y a pas une contre-enquête de la défense. Exactement, c'est-à-dire qui coûte très cher. Il faut bien se rendre compte aussi, au travers des séries et des films, on voit des procès américains où on a l'accusation et la défense, d'accord ? Mais ce sont véritablement deux parties distinctes, et l'accusation est quelque part aussi un avocat, l'avocat de l'accusation.
Et là-bas, eh bien, ce sont tout un système de preuves légales qui est différent du système français. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vrai que, ce sont des procès qui coûtent cher en droit de la défense, qui coûtent très très cher, et qui finalement ne sont pas si nombreux. C'est-à-dire, je crois que c'est 5% des dossiers. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peines qui sont négociées en amont. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les plaidés coupables. Oui. Et c'est beaucoup négocié. Alors, là, vous parlez du système américain, là. Du système américain. Mais ça existe maintenant dans le système français depuis plusieurs années. Hein. C'est la CRPC, c'est la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Oui. Donc il faut bien évidemment que la personne ait reconnu l'intégralité des faits qu'on lui reproche. Et puis après, il y a une phase de négociation avec le procureur. L'avocat est obligatoire, justement, parce qu'il y a quand même quelque part une pression qui se fait. C'est-à-dire qu'on nous dit, bah voilà, si on ne trouve pas d'accord, vous allez aller devant le tribunal. Et devant le tribunal, il y a toujours un aléa judiciaire, comme on dit. Donc il y a toujours un intérêt quand même à les convenus pour les deux parties, puisque ça fluidifie la justice, ça fait diminuer les dossiers, en tout cas dans le traitement, dans le temps. Et c'est vrai qu'il y a un intérêt peut-être sur des dossiers qui ne méritent pas d'organiser une audience. Voilà, donc on avance même vers l'identique au criminel, c'est-à-dire qu'il va y avoir des comparutions sur reconnaissance préalable en matière criminelle, et là, on est vraiment quasiment, on est dans le système américain. D'accord. Et il est évident que lorsque, sociologiquement, eh bien, on est dans une population très ciblée, par exemple les Noirs, hein, très clairement, leur avocat leur dit, écoutez, voilà, moi, je ne suis pas du tout certain qu'on obtiendra un acquittement si on va au procès. Et puis c'est tout blanc ou tout noir chez eux, ils sont assez binaires. Hein. Donc en fait, si vous êtes condamné devant le jury, vous prenez la douche. Hein. Ouais. C'est-à-dire c'est tout de suite le taquet, c'est-à-dire que c'est tout de suite le maximum de la peine. Il n'y a plus vraiment de limite. Donc en fait, est-ce qu'il vaut mieux pas finalement accepter une peine dont on sait qu'on va en ressortir, plutôt que d'arriver sur un procès, donc c'est très compliqué. C'est très très compliqué, et donc il y a aussi une part quand même, on va pas se mentir, importante d'erreur judiciaire. Alors, est-ce que c'est une erreur judiciaire, puisque c'est quelque chose qui est accepté, c'est toute la problématique et toute la subtilité de ce type de procédure. Alors, pour revenir un peu en France, et vous me faites une belle transition, en suivant les affaires très médiatiques de ces dernières semaines, de ces derniers mois, quand je lisais les comptes rendus d'audience, je me rendais compte, alors, pour citer Jubilard ou Péchier, du travail, vous en parlez, de fourmis, mais d'investigateurs même, de certains avocats qui scrutent le dossier, qui enquêtent eux-mêmes, se rendent sur place. Une anecdote comme ça sur Jubilard, il y a eu toute une journée de bataille sur des ronces, c'est-à-dire où la voiture est garée, on dit, il y avait des ronces, non, il n'y a pas de ronces, j'y suis allé voir, il n'y a pas de ronces. Donc les avocats sont allés sur place, ont enquêté, ont fait des enquêtes de voisinage, très poussées pour défendre pied à pied sur chaque point. Je pense que vous devez faire ça aussi. Vous le disiez, vous n'êtes pas enquêteur, le dossier est censé être clos, donc vous faites ça, vous devez trouver du temps, c'est pas votre métier, vous n'êtes pas enquêteur à la base, mais vous devez quand même enquêter, rechercher, poser des questions, vous déplacer. Ça demande beaucoup de temps, j'imagine, de faire tout ça. Alors, on le fait pas systématiquement, c'est-à-dire que d'aller voir, voilà, pour se rendre compte, parce que c'est vrai que les prises de photos, ça rend pas forcément. Voilà, c'est vrai. Alors avant ça, si on est dans le dossier en amont, c'est-à-dire dans le cadre de l'instruction, il y a ce qu'on appelle souvent sous la dénomination reconstitution, qui est en transport en fait sur les lieux, et ça permet aussi de se nourrir de ce vécu. C'est vrai que dans les grosses affaires criminelles, généralement, on procède par cet acte d'instruction, et ça permet de se rendre compte des choses et de pouvoir après l'exprimer. En tout cas, vous pourriez nous en parler d'ailleurs, je suis toujours fasciné, ça parle des reconstitutions, il doit y avoir une ambiance très lourde, très chargée, ça doit être très difficile, il y a parfois les victimes qui sont là, en tout cas il y a l'accusé, il y a les avocats des deux parties, ça doit être très difficile il y a un périmètre de sécurité, il y a beaucoup de gens là, oui, ça doit justement, être terrible. Là, il y avait une reconstitution cet été, au mois de juillet. C'était à côté de Mâcon, dans un petit village où il y avait une bagarre après une boîte de nuit, dans ce qui semble être une bagarre rangée. En tout cas, il y a une équipe de la communauté turque qui débarque dans le petit village, et ceux du village bien les attendaient, et ils vont se battre, et ça va finir avec un mort. Donc une tension très forte, puisque la communauté turque est très soudée, en tout cas elle l'est dans cette région, et fait énormément pression sur la justice. Les jeunes étaient en détention provisoire, et nécessairement les versions étaient divergentes. Donc il fallait se rendre sur place, et c'est vrai que là c'était un dispositif de sécurité comme rarement, c'est-à-dire le village a été bouclé, il y avait 2 zones tampons, il y a des draps et des bâches qui ont été montées, parce qu'il y avait une peur aussi pour la sécurité des personnes mises en examen et détenues, c'est-à-dire qu'on avait peur les sorties de prison, coups de on avait feu, peur exactement, qu'il y ait un règlement de compte, puisque
il y avait une pression sur les réseaux sociaux et on comprenait bien quand même qu'on en voulait à leur vie, très clairement. Donc c'est vrai que là, il y avait, je sais plus, c'était 150 forces de l'ordre qui étaient présents et ça prend des heures en reconstitution. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que c'est très très long. C'est très très long puisque chacun doit donner sa version, etc. Donc on y a passé des heures et des heures. Bon, pour généralement, qu'est-ce qui en ressort? Et malheureusement, c'est pas toujours grand-chose. C'est pas toujours grand-chose. Il y a beaucoup de dispositifs. C'est-à-dire que tout le monde reste un peu sur sa position, et c'est vrai que tirer les marrons du feu sur ce type de reconstitution, si c'était aussi simple, les enquêteurs l'auraient su dès le départ. Oui. Voilà. Sûr, Donc, si on doit faire ça, c'est qu'il y a un problème quand même. Voilà, mais il faut le faire, et puis si on tire quelque chose, c'est tout à fait bénéfique. D'accord. Donc ça, c'est une aide, pour revenir à ma question, ça vous aide, vous aussi, à faire cette enquête, vous êtes sur place, vous voyez, ça vous aide à visualiser peut-être les lieux. C'est-à-dire, en fait, on doit suivre aussi la démarche des enquêteurs, c'est-à-dire on doit avoir le même cheminement qu'eux, en tout cas, au départ, dans le dossier, puisque c'est ce qui est présenté comme l'accusation. Maintenant, il faut voir aussi si finalement, il y a une rigueur dans ce raisonnement, si des portes n'ont pas été ouvertes, ou si elles ont été refermées trop tôt. Enfin voilà, il y a tout ce questionnement-là. C'est généralement ça, c'est la remise en cause de l'enquête avec des biais, avec des travers, avec des erreurs, avec parfois, c'est rare, mais il faut le souligner, ça existe, des malhonnêtetés intellectuelles. Ah oui. Voilà, on a quand même ça. Donc ça peut exister. Donc comme ça peut exister, il faut vérifier que on n'en a pas dans le dossier. Ça vous est déjà arrivé de trouver un élément du dossier qui n'était pas sorti, pas trouvé par les enquêteurs et qui a pu faire un point de bascule dans l'affaire? Oui, dans le dossier dit Grégory, puisque je suis l'avocat de la grande-tante Jacqueline Jacob, qui a été mise en examen en 2017, et sur la base d'un rapport Anacrim, c'est-à-dire c'est un logiciel Anacrim, qui est un espèce de super PowerPoint, et dans les gros dossiers, c'est très difficile, c'est vrai, de tout remettre un petit peu en ordre, on va dire, d'un point de vue spatial et temporel, notamment au niveau des témoignages. Donc ce logiciel permet cela. Mais le raccourci qui va être compris par tout le monde, c'était dans l'affaire des enfants de Montigny, l'affaire Dils initiale, et de Francis Holm à la fin, qui a été condamné sur la base d'un rapport identique. Ça permet de positionner dans le temps et dans l'espace donc tous les témoins et de faire ressortir des incohérences ou des contradictions. Et partant, voilà, mais c'est pas l'ordinateur qui détermine qui a fait quoi. Oui, bien sûr. C'est une présentation, donc il faut aussi savoir quel est l'outil et quel est l'usage qu'on en fait. Et dans le cas très précis de Jacqueline Jacob et de son mari Marcel, qui était également mis en examen à l'époque, qui ne l'est plus aujourd'hui, il y avait une erreur monumentale, puisque ce rapport, cette conclusion, qui faisait 700 pages, donc ça a demandé des heures et des heures à nombreux gendarmes, tout simplement, ils n'avaient pas mis un élément que j'ai retrouvé dans le dossier, qui était la présence, la preuve objective, puisque c'est une fiche de pointage de Jacqueline et de Marcel, qui était à l'usine ce jour-là. Alors bien évidemment, si on ne met pas cette feuille de pointage, toutes les solutions sont possibles, et on nous dit que ils pouvaient le faire. Et nous, on démontre qu'avec la présence également à une réunion syndicale, qu'il y a une impossibilité matérielle que ce soit eux qui aient tué l'enfant, puisque c'était eux qui étaient désignés comme le couple tueur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, Jacqueline Jacob a été remis en examen de façon scandaleuse, mais pour tout autre, c'est-à-dire qu'on ne lui reproche pas d'avoir participé à l'assassinat. On lui reproche d'être le corbeau, c'est ça, si exactement, voilà, d'être un des corbeaux, parce qu'on va pas se mentir aussi, pour parler rapidement de cette affaire, c'est quelque chose qui maintenant... plusieurs corbeaux dans voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'était il y a 41 ans, et donc en fait, on regarde une affaire aujourd'hui avec le prisme, on va dire, contemporain, mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, et à l'époque, dans tous les villages de France, c'est pas propre à l'Épanche-sur-Bologne, mais il y avait des appels anonymes, il y avait des lettres anonymes, et les corbeaux, c'était les trolls d'aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui on nous dit il y a un corbeau. Non, il y en avait déjà plusieurs. Tout le monde s'insultait, etc. L'expression le chef, c'était le chef, tout le monde était le chef, c'est-à-dire que tout contremaître ou tout chef à l'usine, ou même le boulanger était le chef du mitron. Enfin voilà, donc avec un terme, on a l'impression que ça signe une singularité et que ça désigne Jacqueline Jacob. Donc là, c'est quand même c'est une erreur, en tout cas, c'est un biais dans le raisonnement, et la personne qui n'est autre que le président de la chambre d'instruction, qui pense, mais comme d'autres juges avant lui, qu'il va pouvoir trouver la solution dans ce dossier, 41 ans après, sans autre élément, à mon sens, fait perdre du temps à la justice et surtout de l'argent aujourd'hui.
voilà, à un moment donné, tout a été fait dans ce dossier. Oui. On voit pas trop ce qui peut être fait. On nous sort quelque chose qui est quand même scandaleux, c'est la stylométrie qui est un gadget, c'est-à-dire que faut bien se rendre compte que c'est véritablement, j'espère qu'on arrivera à le démontrer, mais quelque part une arnaque. Alors bien évidemment, il existe les logiciels anti-plagiat, etc. Il y a une réalité, on va dire, derrière tout ça, mais en tout cas, on est très très sceptique et on va l'expliquer très prochainement sur ce rapport qui ne démontre absolument rien. Très bien, c'est une belle affaire, en tout cas, oui, Tout à fait. Vous faites partie d'une des affaires les plus mystérieuses du droit français qui restera sans doute à jamais inexpliquée. Il est certain que voilà, c'était en 84. 84 a été une année célèbre puisque je crois que c'est la sortie de Canal+ aussi. Mais il y avait l'affaire Grégory. Oui. Et c'est vrai que j'avais 12 ans à l'époque et à aucun moment je me suis dit que je serais avocat dans cette affaire. Défendez, donc c'est vrai que. Alors vous parlez de Francis Holm, je crois que vous l'avez aussi défendu, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Donc voilà, ça doit être très lourd à porter, ça, dans votre vie de tous les jours, quand vous ramenez ça à la maison, que vous avez défendu Francis Holm. En tout cas, vous avez mis le nez dans le dossier, qui sont quand même des dossiers très sordides, très cruels, très... Oui, c'est arrive à... C'est terrible, puisque en fait, au moment où je le défends, j'ai un garçon qui est du même âge que les deux qui ont été tués, et dans des conditions vraiment horribles. Ils ont quand même eu les crânes fracassés à coups de pierre, et on va être très clair, on a retrouvé la cervelle à plusieurs mètres. C'était quand même c'était une scène barbare. Donc il est évident que quand on a accès au dossier, ça perturbe. Alors après, sur ce dossier-là, très honnêtement, Francis Holm a été condamné par la justice. Très honnêtement, je pense que la justice s'est trompée. Voilà. Donc après, ça change pas, on va dire, le quotidien. Si je suis un peu cynique de Francis Holm, parce qu'il a d'autres condamnations à son palmarès, et de toute façon purge d'autres peines. Donc qu'il aurait été acquitté dans cette affaire ne changeait rien à son statut de détenu. Mais encore une fois, la justice a horreur du vide, et Diels a été désigné, a été reconnu par la justice innocent. Alors au bénéfice du doute, il faut être très clair, c'est pas une démonstration éclatante de son innocence, parce qu'il y avait quand même ses aveux qui ont quand même posé difficulté, y compris après la révision dans le premier procès, puisqu'il avait été à nouveau condamné par une nouvelle cour d'assises. Donc il y a quand même cela, et nous soutenions à l'époque qu'il y avait déjà une autre piste, et les enquêteurs, les policiers sont venus le dire, un procureur est venu le dire, ce n'est pas uniquement la défense qui le dit, il y avait deux familles, une famille aussi par le biais de leur avocat, ne croyait pas à la culpabilité de Francis Holm. Pour autant, Diels ayant été innocenté en désignant Francis Holm, Francis Holm devait être, j'ai envie de dire, condamné, mais il a fallu 8 ans à la justice pour monter un dossier qui ne tenait pas, 8 ans pour présenter, alors qu'on connaît le palmarès, puisqu'il était connu à l'époque. Ça démontre bien quand même que le dossier était très très fragile lorsqu'il a été montré pour la révision. Alors bien évidemment, je ne conteste pas le fait que la révision devait s'imposer, puisque la présence de Francis Holm posait des questions à ce moment-là, mais on sent quand même qu'il y a la piste d'un homme. Il y a un jeune homme qui était en vélo, qui a vu celui qui était le meurtrier. Ce meurtrier, ce n'était absolument pas Francis Holm. D'accord. Vous pensez que c'est Diels? Non, je pense pas. Non, je pense pas que ce soit Diels. Non. Alors après, pour être très clair, je pense qu'il y avait plus de charges contre Diels que contre Holm. C'est ça aussi. Maintenant, bénéfice du doute, ça ne pose aucune difficulté à ce que Diels soit acquitté. Le seul qui connaît finalement cette réalité au regard de la culpabilité de Diels, c'est le commandant de police, qui a fait quand même avouer 3 personnes, et qui sait s'il a mis des éléments qu'il seul lui connaissait dans la bouche du gamin. D'accord, ok. Voilà, c'est ça le problème. Il est plus là pour parler, j'imagine. S'il est venu, mais on peut pas lui faire confiance. D'accord. Voilà, parce qu'il nous dit que il a déchiré les pages du code pénal, parce que lui, le code de procédure pénale, ça le concerne pas. C'est le flic à l'ancienne qui voulait. Ah, c'est vraiment à l'ancienne. D'accord, ok. Voilà. Il en a fait avouer 3, donc au moins 2. Sur rien à faire. Comme ça, c'est pratique. Ouais. Comme vous défendez des fois des gens qui sont, vous l'avez dit médiatiquement, qui sont pas toujours très bien acceptés, est-ce que vous ressentez de l'agressivité envers vous-même en tant qu'avocat? Est-ce que vous du tout, jamais, c'est jamais arrivé? Et puis je vais vous dire franchement, il peut y avoir celui à qui on reproche les pires faits, qui est sûrement coupable ou qui sera désigné et qui finalement humainement est agréable. Enfin voilà. Après, c'est pas forcément après d'en faire le parrain de mon fils, Ouais. mais voilà, on peut trouver quelque chose dans un échange avec quelqu'un, et à l'inverse. Vous pouvez avoir, alors je fais plus que du pénal, mais dans notamment des affaires droit de la famille. Alors c'est toujours des dossiers compliqués parce qu'il y a quand même une dimension, mais souvent d'ego, qui laisse de côté les intérêts de l'ex-conjoint et des enfants aussi. Où là on a des comportements, et généralement plus on a d'argent,
plus on peut avoir des comportements dégueulasses. D'accord. Voilà, et donc on peut avoir des clients qu'on déteste humainement et qui n'ont pas fait grand-chose finalement, qui n'ont fait que divorcer ou prendre la décision de se défendre d'une divorce, mais et voilà, ça c'est un cas qui me revient et c'est vrai que c'est des dossiers qui ne m'intéressent pas. Non mais je pensais plutôt, vous sortez d'un tribunal et on s'en prend à vous parce que vous défendez. C'était plutôt dans ce sens-là que j'entendais. Ah bah ça on peut focaliser. Oui, vous êtes un peu le paravent de l'accusé, quoi. Il ne faut pas être le porte-voix de son client, c'est-à-dire que on n'est pas là, on est là pour expliquer, on est là pour raconter un parcours, mais on n'est pas là non plus pour défendre des idées. Hein, c'est-à-dire qu'on pose toujours la question, est-ce que vous refuseriez des dossiers Je pense que très certainement, en matière de terrorisme, s'il y a une revendication qui est derrière, si la personne ne veut pas expliquer son parcours et s'il n'y a pas quelque chose qui est de l'ordre du regret, ça ne m'intéresserait pas et je ne prendrai pas le dossier. Ça serait votre limite Oui, c'est ma limite, parce que je ne veux pas mettre au service de gens que je ne considère pas. Alors, on parlait un peu du film tout à l'heure, c'est vrai qu'on a peut-être une image un peu biaisée dans les séries ou même dans les récits journalistiques qu'on peut lire dans les journaux. Mais est-ce que vous voyez vous-même parfois les audiences comme une sorte de combat de boxe où l'affrontement est rugueux, parfois très violent, viril, mais où à la fin les avocats se serrent la main et se retrouveront plus tard pour une autre affaire? Ou est-ce qu'il y a une sorte de côté un peu théâtral ou presque sportif d'affrontement et puis en fait au final après c'est que le droit, c'est que votre métier? Oui, alors déjà, oui, c'est vrai qu'il y a une violence, parce qu'il y a une violence déjà par les affaires qui sont jugées, il y a une violence des mots qu'on trouve particulièrement en cour d'assises. Hein. C'est vrai que il y a les pleurs, la détresse des victimes, il y a les mots forts de l'accusation, les mots et les cris peut-être de la défense de temps en temps, qui font que il y a une tension dramatique dans tout ça, et c'est vrai que ça demande beaucoup d'énergie. On en ressort toujours un peu sonné, puisqu'on est quand même, en tout cas, je le suis, c'est lorsqu'il y a un procès d'assises, puisque c'est ce qui est emblématique aujourd'hui, c'est sur plusieurs jours. On sort de là, on est épuisé, parce que vous partez le matin avec le dossier dans la tête, le soir, c'est pas parce que vous arrivez, vous claquez la porte chez vous, que le dossier est laissé de côté, donc on ne pense qu'à ça pendant toute la durée, donc on est assez détestable à vivre d'ailleurs pour ses proches. Oui, j'imagine, c'est très difficile. Voilà, et puis il y a quand même, on porte le poids d'une responsabilité, c'est-à-dire de présenter une défense qu'on souhaite efficace. Il y a quand même aussi une conviction qui peut être la nôtre, et puis la peur de ne pas bien faire. Oui. Même si le résultat ne nous appartient pas, même si nous n'avons qu'une obligation de moyens, si nous croyons à l'innocence, si nous plaidons l'acquittement et que la personne est acquittée, eh bien il y a toujours peut-être un sentiment, alors peut-être pas de culpabilité, puisque maintenant je suis passé un peu au-delà, mais de vérifier, de checker si finalement on avait tout bien vu ce qu'on avait prévu de dire. Puis après, aujourd'hui, si on a tout fait ce qu'on pensait devoir faire, à ce moment-là, le résultat non plus ne nous appartient pas. Et c'est vrai que je me suis un peu détaché de la vérité, on va dire, la vérité avec un grand V, puisque je sais qu'il y a plusieurs vérités, et comme je le dis souvent, l'anagramme de la vérité, si on prend avec l'article défini là, donc là est vérité, l'anagramme c'est relative. Voilà. Oui, c'est une bonne astuce. Mais donc, je posais aussi la question par rapport aux avocats entre vous, c'est-à-dire vous affrontez des avocats qui sont des confrères, et puis après... Voilà, c'est toujours un poncif également de penser que les avocats s'arrangent entre eux sur leur dos de leurs clients, devant le juge qu'ils vont peut-être connaître, etc. Bon, alors il y avait un vieil adage qui disait rien ne sert de connaître le droit, mieux vaut connaître le juge. Voilà. Alors, ça peut être du cours, j'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui, je peux vous assurer que ça n'existe pas. Et en tout cas, les juges eux-mêmes, s'il y a un lien de proximité, aussi faible soit-il, eh bien se déportent, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils demandent à un autre de leurs collègues de même. Voilà. D'accord. Donc honnêtement, je n'y crois pas sur ces arrangements supposés entre avocats. Non, pas tant arrangement, mais, après, vous affrontez, puis après l'histoire est terminée. On boit un café après. Comment ça se passe? Après, oui, bien évidemment, ça s'appelle la déontologie, c'est-à-dire la confraternité nous oblige quand même déjà à nous dire bonjour tous les jours. Hein. Oui, c'est vrai. D'accord. C'est vrai, voilà. Okay. On fait partie des rares professions, on va dire, libérales, où on est quand même tous concurrents quelque part aussi. Oui, c'est-à-dire au-delà d'être adversaires dans l'arène du procès, eh bien, on est concurrents, comme peuvent l'être des médecins, des dentistes, etc. Et pour autant, on se voit tous les jours. Donc en fait,
le seul moyen de s'en sortir, c'est quand même justement de dépassionner tout ça et de respecter des règles. Et la première des règles, c'est bien évidemment la politesse. Alors, bien évidemment, les gens pensent que si on est copain ou ami à la ville, eh bien, on ne va pas décocher des coups. Alors, je prends toujours l'exemple, eh bien, lorsque vous êtes deux amis et que vous allez faire une partie de tennis, oui, vous voulez battre quand même. Vous avez envie de plier l'autre. Donc, j'ai envie de dire que même si justement, si l'adversaire est un ami, peut-être que la rage est encore plus. Ça vous est déjà arrivé d'affronter un ami bien sûr, pour des affaires très compliquées où des mots peuvent être un petit peu durs. Bien sûr, puisque le milieu des pénalistes est quand même assez restreint. Hein. On est quand même un peu sur ces gros dossiers, ou même, il y a d'autres petits dossiers. Alors, j'aime pas les termes petits dossiers, puisque c'est toujours des affaires quand même importantes, au moins pour le justiciable, au moins pour les victimes. Mais il est évident qu'on s'affronte régulièrement. Et c'est vrai qu'on aime un peu faire la nique à l'autre, hein, on va pas se mentir. Et ça ne nous empêche pas après de considérer que voilà, il n'y a jamais d'animosité. Tant que tout est loyal, tant qu'il n'y a pas de coup bas, voilà, je pense qu'il n'y a pas de problème. D'accord. La question suivante, pareil, est un peu dans ce même style sur la métaphore sportive, c'est-à-dire quand vous affrontez, alors, je sais pas si le terme est bon, mais en tout cas si vous êtes opposé à un avocat que vous connaissez ou même si vous ne l'appréciez pas forcément, mais vous connaissez peut-être certains tics, certaines habitudes. Est-ce que vous savez comment les prendre? Est-ce que vous dites, je vais affronter cet avocat ou je fais face à ce juge, je sais sur quel endroit je peux aller pour... Oui, nécessairement, ça s'appelle l'expérience. Donc, on va essayer de jouer sur ce qu'on connaît, c'est-à-dire quel pourrait être l'avantage qu'on peut en tirer. C'est-à-dire qu'on sait que il y a peut-être des mots, une présentation des faits qui va déplaire à tel juge. On va savoir que peut-être tel procureur sera peut-être plus difficile à convaincre, et quand je dis dans l'absolu on n'a pas à convaincre le parquet, mais on l'a quand même un petit peu à le faire, c'est-à-dire que on sait qu'il y en a qui vont être excessifs, et c'est peut-être ceux-là qu'on préfère, puisque si c'est excessif, il y a peut-être quelque chose à gagner au final. Celui qui est très honnête intellectuellement et qui demande la bonne peine, c'est très compliqué pour l'avocat, puisque il va falloir aller rendre ça et faire comprendre que même si on prend les réquisitions, si toutefois on ne prend pas plus, eh bien c'était le bon résultat. Voilà, donc il y a toujours cette problématique. Maintenant aussi, je pense que on n'est jamais peut-être aussi meilleur que lorsqu'on plaide à l'extérieur, c'est-à-dire quand on plaide un peu loin de ces juridictions habituelles, puisque on n'a pas vraiment de filtre, c'est-à-dire que on s'autorise peut-être davantage que peut-être aller un peu brider devant les magistrats de notre quotidien, parce qu'on sait que si on franchit des lignes, si on est excessif, ça pourrait quand même dans leur regard, en tout cas, se dire que ça pourrait déprécier l'avocat, je pense. Voilà. Ça pourrait vous desservir sur une autre affaire. Oui, alors voilà, c'est tout un chacun, mais c'est peut-être un peu mon vécu, on va dire. Ok. Ça vous arrive de défendre, on a plein d'images en tête, j'imagine, des accusés à plusieurs avocats, notamment sur, j'imagine, les dossiers les plus complexes. Comment on se répartit la tâche entre avocats quand on est 2 ou 3 à défendre un seul accusé? Alors je sais qu'il y a des avocats qui se partagent telle et telle chose. Moi je dis que dans 2 têtes ou dans davantage, il y en a toujours plus, donc faisons le boulot de façon totale et entière, chacun de notre côté. Okay. Et puis chacun s'exprime comme il veut. On se répartit pas vraiment la tâche, chacun y va quand il le sent. Exactement, tout à fait. Alors pourquoi plusieurs? Par exemple, là, dans le dossier Péchier, on a 30 empoisonnements, dont 12 mortels, beaucoup de familles dans le deuil, donc beaucoup de parties civiles. Il y a aussi des médecins qui sont mis en cause dans cette affaire, donc ils sont aussi parties civiles, des établissements de santé, etc. Donc ça représente énormément de parties civiles, on en a plus de 160, et qui sont représentés par 26 avocats. Alors ce sont 26 avocats qui défendent un seul dossier, puisque c'est le point de vue de leurs victimes, mais ça crée quand même aussi un travail, on va dire, collectif. Alors, c'est pas vraiment collectif, mais il y a une certaine émulation, et dans un cadre, c'est un travail personnel dans un cadre collectif. Voilà, ce serait plutôt cela. Alors après, la défense, qui est la défense en face d'un seul confrère, c'est vrai que honnêtement, je comprends pas. Alors il y a toujours la sœur du docteur Péchier qui est là, qui est aussi avocate, qui est qui est un petit peu plus dans l'ombre, on va dire, et qui fait un travail peut-être plus du dossier. En tout cas, je ne sais pas trop ce qu'elle fait, mais elle est présente. Elle prend pas parole au débat. On en a parlé tout à l'heure, il y a énormément de films ou de séries qui parlent de droit ou se passent au tribunal, c'est même un genre en soi. Mais est-ce qu'il y en a un ou une qui vous plaît particulièrement, qui ressemble bien à votre métier ou qui vous a touché particulièrement parce que ça faisait peut-être écho à certaines de vos affaires personnelles? Alors, particulièrement, je ne sais pas, je ne regarde pas non plus toutes les séries. Je dois vous dire que maintenant, j'évite plutôt ce genre-là, même au cinéma.
Oui, ça vous rappelle trop le boulot. Oui, voilà, j'ai pas envie, enfin voilà, en tout cas la tension dramatique, etc. Ça marche pas trop sur moi, en tout cas voilà, ça m'ennuie plus qu'autre chose. Bon, dans les séries américaines, il y avait un film, c'était l'affaire Lincoln, je crois, qui était plutôt bien porté, surtout par l'acteur. Voilà, donc ça reste un film qui était agréable à regarder, même si c'est la justice américaine qui n'a rien à voir avec la nôtre. Bon, c'est vrai que finalement les séries américaines et les films américains, eh bien, font un peu du mal dans la compréhension de la justice française, c'est vrai, puisque j'allais vous poser la question. voilà, donc on fait pas objection votre honneur, voilà, comme déjà on il n'y a pas de croit. votre honneur puisque c'est Madame ou Monsieur le Président. Voilà, donc ça crée des réflexes, mais bon, après les gens ne sont pas idiots. Une fois qu'on leur explique en amont, il n'y a pas trop d'erreurs à l'audience, mais ça peut arriver, ça fait sourire toujours tout le monde. Mais voilà, donc voilà, c'est vrai qu'il y a une réalité, mais c'est vrai que la justice intéresse le quotidien de tout le monde, puisque de toute façon c'est un des piliers de la démocratie. C'est-à-dire que la justice est quelque chose qui est central. Dans les pays totalitaires, il n'y a pas de justice. Oui, bien sûr. Ce sont les simulacres de justice, et la justice, eh bien, on appelle justement au plus profond. Il y a quand même, dans toute démarche de tout un chacun qui se veut quand même un citoyen responsable, il y a une approche, on va dire, morale et éthique, et la justice est un élément de réflexion. Voilà. Oui. Et vous n'avez pas vu non plus Anatomie d'une chute, qui était la Palme d'Or, qui était vraiment centré sur un procès très intense aussi? Alors, je dois vous dire que j'ai commencé à plusieurs reprises, et j'ai dû m'y remettre au bout de 3 fois, parce que je m'endormais, voilà. Donc, je peux pas, j'ai même pas vu la fin, je crois. D'accord. Voilà. Mais voilà. Donc après, Est-ce que ça ressemble quand même à ce que vous alors vivez? je pense, oui, en tout cas, l'aspect un peu caméra à l'épaule, un peu brut, etc. Amène quelque chose au film, ça c'est certain. En plus, ça a été primé, donc je pense que les professionnels du secteur ont souligné cela. Sur l'histoire elle-même, c'est des questions de point de vue, généralement. En tout cas, c'est ce qui me revient. Je ne sais pas. C'est le cœur du film, hein, c'est vrai. C'est ça. Du point de vue où on se trouve. Le point de vue, de toute façon, est toujours quelque chose d'intéressant, et il faut essayer de faire le tour de la question pour avoir différents points de vue. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur la vérité relative. Exactement, c'est-à-dire que, je sais que moi, je vous parlais, on part du dossier, mais il y a un élément qui me semble, dans la démarche la plus importante, c'est qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le dossier. C'est-à-dire, c'est autour du dossier. Et pourquoi il n'y aurait pas ça? Donc en fait, c'est un peu sortir du cadre de la réflexion, parce que si finalement on ne se limite qu'au dossier, le procureur ayant fait les mêmes études, le juge les mêmes, et l'avocat les mêmes, on devrait arriver au même résultat. Voilà. Donc quel est l'apport de la défense là-dedans? Donc il faut quand même essayer de réfléchir un peu au-delà. J'ai retrouvé une question que je voulais vous poser tout à l'heure quand vous évoquiez les très longues journées. Des fois, on lit des plaidoiries, notamment, donc à la fin du procès, que ça dure des heures, que les avocats prennent la parole, font les plaidoiries pendant 4, 5, 6, 7 heures parfois. Comment est-ce que c'est humainement possible? Est-ce qu'on prépare? Est-ce que tout est écrit? Ou est-ce que on écrit une sorte de script et puis on brode autour? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de plaider aussi longtemps? De faire une plaidoirie aussi longtemps? Non, alors déjà, je plaide de façon très courte. Alors, méfiez-vous toujours d'un avocat qui va dire qu'il en a pour 5 minutes. Mais je sais que moi, mon temps naturel, en fait, c'est assez étrange. C'est vrai que c'est autour de 45 minutes. Ce qui est long, mine de rien, quand même. Ce qui est long, c'est la durée d'un cours. C'est à l'école, c'était ça. Après tout, et c'est vrai que l'attention baisse au-delà. Ouais. Donc il y a peut-être une réalité, on va dire, chronobiologique dans ce que je vis, puisque moi, il est important que je sente toujours l'attention des jurés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je les vois faire autre chose, ça va me mettre dans le rouge. Voilà. Okay. Voilà. Donc, vous êtes attentif à l'attention des jurés. Parce que je plaide pour eux. C'est eux que vous devez convaincre. C'est eux. Alors c'est une citation attribuée d'un terme, mais qui n'est pas de lui, mais c'est lui qui l'a rendu célèbre. C'est plaider, c'est bander, convaincre, c'est jouir. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à un résultat. Si c'est pour s'écouter ou si c'est pour faire plaisir à son client, c'est un choix, mais c'est pas le choix de l'efficacité dans le travail de la défense ou de la représentation de la partie civile. Donc oui, il y a quand même, c'est pas. Vous savez, c'est un peu comme au golf, hein, c'est pas comment, c'est combien à la fin, hein, d'accord? Donc l'idée, elle est là, ça va être d'être efficace. Bien sûr. Et l'efficacité, alors si le dossier le justifie, et de tout balayer, tout reprendre, on prendra le temps qu'il faut. Mais voilà. Mais c'est vrai que la plus longue plaidoirie, c'était peut-être, c'était dans l'affaire Jacques Maire, il y avait 2 dossiers en un, il fallait tout reprendre.
Je pense que j'ai fait 1h15, 1h20. D'accord. Mais c'est que je trouve très long. Mais il existe bien évidemment des confrères que vous n'arrêtez pas et qui vont faire 3h30. C'est dingue. Ils le font peut-être de façon très belle. Hein. Il y a un art lyrique qu'on voit un peu moins maintenant. Mais voilà. Mais après, c'était le bâtonnier Christolde qui, avec la Faconde du Sud, bien expliquait... et commençait son propos, c'est dans le grenier des souvenirs de mon enfance, et puis là on était dans le Pagnol, hein, vous voyez. Ah, d'accord, ok. Et il avait plaidé. Alors je pense que l'histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais en tout cas elle est exquise. Une jurée qui vient le voir, elle dit écoutez maître, je n'ai rien compris à ce que vous avez dit, mais vous l'avez très bien dit. Voilà. Donc, ça lui a suffi. Alors ça lui a suffi, je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment, mais voilà, au-delà de ça, c'était pour faire réfléchir justement sur l'efficacité et quel est le rôle de la défense, puisque les citoyens qui viennent à l'audience viennent un peu au spectacle aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut se faire embarquer aussi dans la poussée, il peut y avoir une émulation avec les confrères, avec l'avocat général, tout le monde veut être brillé ce jour-là. À un moment donné, il y a quand même un résultat à aller chercher. Donc ma question c'est, vous écrivez tout les 45 minutes ou... Non. En tout cas, moi, non, j'écris pas. Voilà. Ah, vous écrivez pas? Du tout. Faites tout à la de mémoire. Alors non, après, ce sera quelques mots en fait. C'est-à-dire, on organise un peu les idées, mais avec un mot, on va revenir. C'est-à-dire que je prends par exemple des notes, alors d'une manière un peu particulière, puisque je suis un peu comme les Japonais. C'est-à-dire que voilà, mais moi, ça me semble tout à fait cohérent. Il n'y a que vous qui pourriez vous y retrouver. Un petit peu, mais il suffit, et donc une mémoire visuelle très importante. Donc c'est vrai que une fois que j'ai ça en tête, c'est un petit peu, c'était les tribuns dans la Rome antique, hein, qui disaient en premier lieu, en second lieu, en deuxième lieu, en troisième lieu, etc., puisque eux plaidaient, ou en tout cas s'exprimaient pendant des heures, et en fait, ils n'avaient pas de notes, puisque ça faisait partie de la beauté de l'exercice, et donc en fait, ils avaient une maison ou un palais en représentation mentale, et quand ils allaient dans la première pièce, ils savaient qu'ils avaient tel élément, et donc en fait, ça leur permettait de visualiser, d'associer les arguments dans un meuble, dans un tiroir, il suffisait d'ouvrir le tiroir mentalement, et ils avaient l'argument là. Donc il suffisait d'avoir cette préparation-là, et vous aviez votre plan parfaitement en tête, que vous suiviez sans avoir recours à aucune note. Et vous avez quelques notes. Mais vous avez quand même aussi cet exercice mental de... Alors, en fait, on fait quelques notes parce que, on se dit le jour où, mais en fait, on se rend compte à la fin, on les lit même pas. Voilà. Et quand on fait des plaidoiries, ou de manière générale de la vie de tous les jours, est-ce que pour percuter, on travaille sa voix, on travaille son élocution, est-ce que c'est venu avec l'expérience? Vous avez une voix très, comment dire, très... le mot m'échappe. Grave. Très grave, très posé. Est-ce que c'est quelque chose qu'on travaille? Alors on devrait. J'ai un débit assez rapide, ça a toujours été mon défaut que je reconnais, que j'aurais pu travailler, que j'aurais dû travailler, que j'ai jamais travaillé. Voilà. Vous n'avez pas fait de théâtre ou choses comme ça pour... Non, alors après, il y a une autre passion. On y arrive. On y arrive exactement. Décidément. Qui est la magie. Qui peut vous aider justement. C'est la magie. Alors voilà, qui est quand même quelque part un petit peu dans le spectacle, en tout cas dans la présentation d'un numéro où il y a quelque chose à présenter à un public. Voilà, donc... est-ce que vous pourriez nous dire d'où vient cette passion depuis votre enfance? Quelle est l'origine de cette passion? Alors l'origine, c'est un petit peu comme tout un chacun, que tout magicien, en tout cas amateur, vous dira, c'est la première mallette de magie qu'on vous offre, qui vous plaît, elle était plutôt de qualité, donc mes parents, et je croyais encore au Père Noël la fois suivante, puisque j'en ai une deuxième, et je n'y ai plus cru dans l'instant, puisqu'on a eu le malheur de se faire voler tout ce qu'il y avait dans la voiture dans la nuit de Noël. En tout cas, voilà, tout avait été remis dedans, et donc elle a disparu. Alors j'y avais eu accès, donc ça a créé une sorte de frustration, puisque le Père Noël n'est pas repassé. Il n'y avait pas eu le temps d'en profiter. Si, dans un tout petit peu, mais le Père Noël n'est pas repassé, donc ça n'a pas été remplacé. Donc après, j'ai voulu la retrouver, cette boîte, et finalement, j'ai jamais eu. En tout cas, ça a été une frustration. Oui, vous l'avez recherché longtemps dans les magasins, sans jamais la retrouver. Après, voilà. Et donc en cherchant, on finit par trouver, mais c'était pas la même chose. C'était un magasin de magie à Nancy qui s'appelait le Diablotin, qui était un magasin de déguisement et qui avait un petit espace de magie. Donc j'y traînais tous les mercredis, on va dire. Et puis donc il y avait quelques magiciens qui traînaient nécessairement, et de fil en aiguille, j'ai été initié au cercle de magie de Nancy, qui existe toujours. Alors
que je suis un petit peu avec distance, mais toujours avec un regard amical et bienveillant. Il y avait donc un spectacle récemment à la mairie de Nancy, et c'est vrai que ça permet d'échanger. Aujourd'hui, il y a les réseaux. Aujourd'hui, il y a toute une production, on va dire, Internet, accessible sur des sites un petit peu de magie spécialisée qu'on peut acheter, etc., des VOD. Hein. À l'époque, ça n'existait pas. Hein. Oui, c'est vrai. C'était une transmission orale, hein, Oui, tout à fait. Hein. Oui, oui. Et sous le sceau du secret. Donc en fait, c'était quand même un peu compliqué. Est-ce que connaître l'illusionnisme, ses tours et ses astuces, peut vous aider à plaider, à capter ou à détourner l'attention, ou est-ce une vue de l'esprit ? On joue sur des biais cognitifs, on joue sur des émotions aussi. La magie joue énormément sur des émotions, pas forcément le détournement de l'attention, il peut y en avoir, il peut y avoir un peu de technique aussi. Mais finalement, aujourd'hui, la magie la plus belle, c'est celle qui ne... Parce qu'en fait, je la fais à des amis, alors je leur casse les pieds, à ma compagne, enfin voilà. Donc c'est un petit peu ça, je la fais surtout pour moi. Oui. Et l'intérêt, c'est que ça puisse, par exemple, si j'utilise un objet, c'est qu'il puisse être remis à l'examen, qu'il ne soit pas truqué. S'il y a un truc... On sait que c'est truqué, donc il y a une distance. Aujourd'hui, la vraie magie qui va vous apparaître, parce qu'on a tous une âme d'enfant, c'est quelque chose, on se dit, c'est impossible. D'accord. Et pourtant, ça vient de se passer. Oui, et oui. on sait qu'on a été, comment on a été, j'allais dire, bluffé, en tout cas, on vous a eu, Oui, quelque d'accord. part. Et tout ça, ça amène... ça amène à une expérience qui est tout à fait intéressante, alors qui n'est pas forcément transposable dans la présentation orale, mais il y a un peu une approche similaire, on va dire. D'accord. Quelque chose. Si vous pouviez revivre une journée dans votre vie, laquelle choisiriez-vous? Celle où j'ai gagné l'euro million. Donc c'est à venir. Voilà, c'est ça. Et si jamais vous gagnez l'euro million, vous continuez à travailler ou pas? Vous continuez à plaider, ça vous manquerait Alors, ou... c'était parce que ça faisait partie... pas du fantasme, c'est ça, mais même à la limite, bon, c'était de se dire qu'est-ce qu'on fait justement à quoi, quel est le rapport à l'argent, c'est-à-dire que c'est des sommes considérables et qu'est-ce qu'on en fait finalement, et on se rend compte que les gagnants changent peu leur vie, en tout cas ceux qui tentent de changer considérablement leur vie, bah, finalement au bout de quelques années ils reviennent, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette dimension-là, hein, on est quand même des humains qui ont besoin de communiquer, et on communique avec ceux qu'on aime, ceux qu'on fréquente, et si on change de tout au tout, bah, c'est peut-être un autre chemin, mais on se retrouve un peu isolé. Il y a un vrai isolement, c'est vrai. Il y a un vrai isolement. Alors après, voilà, pour que ce soit un peu plus léger, je rêverais de devenir champion olympique. Alors après, il faut trouver la spécialité. Ah, vous avez trouvé la discipline. D'accord, ok. Si, je l'avais trouvé, je l'ai dit hier d'ailleurs, à l'inauguration des villages de Noël, puisqu'il y a une patinoire, et j'ai dit, eh bien, si je gagne l'euro million, je monte une équipe de curling. Ah, de curling, d'accord. Ah, je pensais que vous avez parlé de hockey sur glace, mais non. Ouais, non, parce que le curling, il n'y a pas d'équipe véritablement dans l'Est, et vous êtes déjà convoqué au championnat de France. Oui. C'est un petit peu comme le film Rasta Rocket. Ah oui, d'accord, oui, voilà. forcément, oui, d'accord. Oui, puis en plus, il n'y a pas vraiment d'âge au curling, j'ai l'impression. Vous pourriez vous y mettre. Je crois en vous. Non. Et vous êtes ou étiez sportif? Vous avez pratiqué un sport? Alors, oui, j'ai fait de l'escrime pendant de longues années. C'est drôle, là, c'est de la psychologie de comptoir, mais en termes de joute, on ne peut pas faire mieux que l'escrime, excusez-moi. Vous allez voir, j'ai poursuivi dans quelque chose d'un peu plus punchy, puisque je pratique la boxe. Voilà. Ah, bah voilà, comme ça, ok. Je parlais de boxe tout à l'heure, c'était le hasard. Tout à fait. D'accord. Donc plutôt pour vous divertir, peut-être pour évacuer la pression. Parce que c'est un sport magnifique, c'est quelque chose qui est physique, qui est, contrairement à ce qu'on pense, qui était très très technique, ça je pense que tout le monde l'a, mais c'est où il faut avoir une intelligence quand même, voilà. Et puis surtout, voilà, dans un court espace de temps, eh bien ça permet de se défouler et voilà, d'avoir un sport complet, voilà. Très bien. Donc vous avez des fois des cocards quand vous arrivez pour plaider? Alors étonnamment non, puisqu'en fait, voilà, vous prenez jamais de coups en fait. Si on prend des coups, mais justement, si la personne en face connaît les règles et en fait, il y a rien de pire que finalement le débutant ou le faux débutant. C'est celui-là qui est dangereux. Oui. Parce qu'en fait, ça va pas être des coups auxquels on s'attend, et donc c'est là où en fait on peut éventuellement se blesser. Voilà. Et c'est surtout des coups de tête. Maintenant, évidemment, on n'est pas en combat où on cherche à se mettre nécessairement KO, et puis on essaye quand même. Si on tape un peu fort au niveau du corps, on essaye d'être un peu plus souple au niveau de la tête. Très bien. Quel est votre endroit préféré à Nancy? Ah bah écoutez, mon cabinet est place Carrière, donc la place Carrière est une très belle place. Précédemment, j'en avais un place d'Alliance, donc c'est aussi une très belle place. Il vous manque plus que la place Stan, et vous faites l'ensemble UNESCO. Il manque plus que la place Stanislas, mais les places sont très chères. Et oui, j'aime. En fait, moi, je suis né. J'ai vécu très jeune. En vieille ville, c'était rue de la Source, après rue de la Monnaie. Je suis allé au collège de la Crave, donc
vraiment la vieille ville, c'est Oui, c'est mon quartier, oui. et c'est vrai que voilà tout ça. Alors peut-être maintenant la Grande Rue, j'aime beaucoup la Grande Rue, Oui. la perspective qu'elle a avec la porte de la Craffe, et c'est vrai que c'est un peu une carte postale. Hein. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire c'est un peu notre Montmartre. Hein. C'est vrai Oui, c'est vrai. qu'on y est tous les jours, mais cette rue est On s'en lasse particulière, pas, quoi. et ça ouais, est particulièrement jolie. Est-ce que vous avez une routine, une habitude, une manie ou un moment qui fait du bien à votre corps? Bien sûr, je fais la sieste tous les jours. Ah, vous arrivez à trouver du temps pour la sieste? Bah, je le prends, en fait. D'accord, Je le très prends, bien. c'est-à-dire que, bon, j'évite. Alors, vendredi, on peut aller au restaurant avec les copains, mais c'est vrai que je n'y vais pas la semaine parce que c'est très difficile de relever la tête après, on va pas se mentir. Oui, Hein. oui. C'est vrai que, donc, je mange à la maison et je fais tous les jours au moins une demi-heure de sieste. Donc, je suis un professionnel de la sieste. Ah bah, c'est très bien, et d'accord. ça depuis l'âge de 17 ans. Donc, c'est vrai que j'étonne un peu mon entourage puisque j'ai une faculté à m'endormir très rapidement. D'accord. Voilà, donc. C'est pas une technique, mais bon, je l'ai peut-être trouvé ma technique. En tout cas, c'est pas de la sophrologie, mais c'est vrai que j'arrive à lâcher prise très rapidement et donc à tomber dans le sommeil. J'adore le sommeil. Voilà. D'accord, très bien. Et si c'est pas la même, est-ce qu'il y en a une autre qui fait du bien à votre esprit? Oui, alors après, c'est la réflexion personnelle qu'on peut peut-être trouver dans un cadre collectif sur ce qui est une forme de spiritualité, sur les formes de la connaissance, et essayer toujours de ne pas rester bloqué dans son cadre, c'est-à-dire le cadre professionnel. Après, il faut D'accord. essayer de se renseigner sur, connaître un petit peu, être au fait. Est-ce qu'il y a une personne rêvée vivante avec laquelle vous aimeriez boire un verre? N'importe qui, n'importe où. En vivante, je ne sais pas. Mais, Vous pouvez trouver Dieu, dans... ou Dieu. Ah, Dieu directement? Ah, vous avez... Alors oui, je suis plutôt agnostique, mais en fait, je le dis assez souvent, c'est Dieu est condamné très souvent sans avoir été défendu, donc j'aimerais bien quand même pouvoir aborder un petit peu son dossier. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y a du travail. Il y a du travail, semble-t-il. Et est-ce qu'il y a une chose à accomplir qui vous comblerait, vous apaiserait? Donc, personnel ou professionnel? Je ne vais pas vous d'ailleurs. faire une réponse à la Miss France, hein. La Dans le monde, c'est voilà. très gentil de penser à tout le monde. Voilà. Oui, non, mais déjà, c'est bon. Je pense que c'est un peu par capillarité, mais voilà, qu'on essaye de faire un peu le bien et d'être un peu bienveillant avec l'entourage. Je pense que voilà, ça peut diffuser en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Maître Boutier, c'était très Je vous intéressant. remercie. Fabien, pardon. À bientôt. À bientôt, au revoir. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Abonnez-vous à Fragment pour suivre les prochains et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à me proposer des questions pour de futurs invités. À bientôt!